Donc, l'économie devint épique. Effectivement, et je vais partager mon écran pour afficher ce fameux diaporama. C'est une question qui m'est apparue en considérant la manière dont, dans la presse notamment, le syntagme d'épopée économique était extrêmement courant. Extrêmement courant, mais absolument pas utilisé et à ma connaissance pas travaillé en littérature. Donc une première énigme, et une énigme que la lecture d'un ouvrage qui figure dans la bibliothèque d'Emmanuel Bouju a réveillé. Il s'agit des frères Lehmann de Stefano Massini, qui est une longue épopée publiée en 2016, près de 1000 pages, au cours de laquelle Massini raconte l'histoire, génération après génération, des fameux banquiers Lehmann jusqu'à la chute qu'on connaît. Ce texte est étonnant car il est en tout point conforme à l'épopée classique. Alors, je vous rappelle la définition du dictionnaire de l'Académie: vaste composition littéraire en vers qui développe un thème historique en célébrant les actions d'un héros exemplaire ou d'un groupe. Donc on y est parfaitement, et ce texte-là reprend tous les schémas, les archétypes de l'épopée, avec le sème guerrier, le sème de la violence, et puis des caractéristiques stylistiques sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus longuement. Donc, dans leur anachronisme, les frères Lehmann constituent une sorte d'énigme, une tentative pour faire revivre un genre qui, semble-t-il, n'était pas plus fongible dans la modernité. On sait, Lukács nous l'a dit, que l'épopée a partie liée avec ces temps heureux au cours desquels l'homme ne connaît que des réponses et aucune question. Il ne pouvait, pour Lukács, exister que d'épopées dégradées, et c'est la raison pour laquelle, Hegel l'a expliqué, le roman était venu remplacer en quelque sorte l'épopée. Donc, les frères Lehmann constituent-ils une sorte de pur apax? Alors, on pouvait le penser, à ceci près que quand on remonte dans le corpus du récit économique, on se rend compte que cette forme épique est bel et bien présente. Alors, pas chez Balzac, contrairement à ce que j'avais dit humoristiquement mercredi. Il n'y a pas, à mon sens, d'épopée économique chez Balzac. L'épopée chez Balzac, elle est entièrement occupée par la grande figure napoléonienne. En revanche, la première véritable épopée me semble devoir être trouvée, Yann en a parlé hier, dans L'Argent de Zola, où nous avons, à travers la figure de Saccard, cette figure de héros. Et il serait intéressant, si on avait le temps, de montrer comment le Saccard de L'Argent n'a rien à voir avec l'affairiste de la Curée. On a changé de registre. Et Saccard se met à la tête d'une mission civilisatrice de l'Orient. Je cite: ce que les croisades avaient tenté, ce que Napoléon n'avait pu accomplir, c'était cette pensée gigantesque de la conquête de l'Orient qui enflammait Saccard. Et on retrouve là un des traits fondamentaux de l'épopée, qui est de se constituer en récit de fondation. Et ce récit de fondation, on va le retrouver également dans L'Or de Blaise Cendrars, qui constitue une autre grande épopée, où cette fois-ci, il s'agit hérité d'une histoire vraie, de fonder la Californie. Sans doute n'est-ce pas un hasard si cette figure héroïque s'érige précisément au moment où se bâtit une mythologie de l'entrepreneur que le roi Beaulieu, l'économiste français, va identifier sur le mode épique. Je vous ai mis la citation à l'écran. Le héros, au point de vue économique, c'est le grand entrepreneur qui a su mesurer les besoins humains, a suffisamment satisfait, etc., etc. Donc, le récit économique se fait épique, et ce n'est pas un hasard, précisément où émerge, avec l'épanouissement du capitalisme industriel et entrepreneurial, les empires et les fortunes. Ce qui nous renvoie évidemment à cette longue saga des frères Lehmann. Je dis saga en précisant tout de suite qu'elle n'a rien à voir avec des Buddenbrook ou les Forsyth. Massini n'est pas intéressé par la psychologie bourgeoise. En revanche, il va chercher à styliser le parcours de ses frères Lehmann et de leurs générations successives.
Alors, je vais aller un petit peu vite parce que l'ouvrage est tellement touffu que je suis obligé de survoler. Euh, sur un plan thématique, on retrouve d'abord la centralité de la figure du guerrier. Bobby, le banquier de la troisième génération, est devenu, je cite, un guerrier de la bourse, un banquier homérique. Et bien entendu, cela fait écho au Saccard, à la furieuse envie de bataille, je cite, de Saccard, envie qui, après sa soif de splendeur et de jouissance, était la grande cause, l'unique cause de sa passion des affaires. Et on trouve chez Zola tout un registre, bien entendu, du polémos économique. Je ne m'attarderai pas, parce que j'y reviendrai à certains moments, sur cette question thématique, mais je voudrais plutôt m'intéresser à la forme du texte, extrêmement intéressante. Alors, je vous ai mis une très mauvaise, mille excuses, photocopie ou photo de 2 pages, assez représentative donc de ce texte en vers, où vous voyez se croiser les langages de la bourse, up, 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 down, 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 des chiffres, beaucoup de répétitions, et cette structure versifiée qui en fait véritablement un poème épique. Deuxième grande caractéristique stylistique du texte, c'est son recours à l'hypotypose, est un peu cuistre, hein, cette fameuse figure de style consistant à décrire une scène de manière frappante, comme si on y était. C'est New York qui va être évidemment le terrain principal de cette hypotypose boursière. Mais c'est New York est le creuset où se feront les affaires, je cite, les contrats, l'argent, oui, l'argent, le vrai argent, l'argent, c'est ici qu'on le gagnera. Évidemment, on retrouverait les mêmes hypotyposes chez Zola dans l'argent ou dans l'or de Sandras. Là, vous avez une planche du film de Marcel L'Herbier où finalement, par la grâce de la carte, Saccard recrée, fabrique le monde qu'il est en train d'imaginer. Alors bien sûr, l'hypotypose, elle est destinée à frapper les esprits et participe de cette entreprise rhétorique pour susciter l'admiration de l'interlocuteur ou du lecteur, et elle est pleinement inscrite dans le grandissement propre à toute rhétorique épique. Mais elle est également intéressante parce qu'elle me semble renvoyer à ce vertige que Smith ressent devant la machine économique. Elle est là pour rendre palpable, de manière sensible, l'émotion décrite dans le fameux chapitre 1 du livre 4 de la théorie des sentiments moraux de Smith, que je vous ai mis en bas à gauche. L'adéquation d'une machine ou d'un système à la fin pour laquelle il a été prévu confère une certaine convenance et une certaine beauté à l'ensemble de ces parties et en rend agréable la pensée et la contemplation. Il y a bien une expérience et une recherche de l'harmonie économique dans la geste épique, dans ce que cherche à reproduire la geste épique. Et Philippe Lehmann, deuxième génération des banquiers, théorise lui-même, prend du recul sur cette fascination pour le mouvement et l'harmonie économique. Citations qui sont du côté droit: tout s'éclaircit, le mouvement vulgaire était au rond de jambe ce qu'était le commerce sauvage à la finance, et l'économie était la danse des peuples. Quant à lui, il serait le chorégraphe. Qu'on retrouve reprise ailleurs, c'est la deuxième citation, mais je ne m'appesantis pas. Troisième trait stylistique, c'est l'accumulation. Accumulation chiffrée ou non, qui va se retrouver. Alors là, je vous en donne quelques illustrations hein, du côté gauche, de manière extrêmement fréquente dans le récit qui par moments nous assomme de listes, des listes qu'on retrouve également, c'est un stylème de base, chez Sandras, chez Zola. Alors la liste en tant que figure stylistique, elle est là pour rendre sensible l'accumulation financière qui gouverne le monde économique moderne, euh, comme si le texte était une sorte de signifiant hein, qui mime de manière indicielle et non plus seulement symbolique le mouvement de la richesse. Très lié à l'accumulation, c'est la répétition rhapsodique. Vous savez, l'épopée, c'est un poème oral. Et mnémotechniquement, pour se souvenir du long poème, il fallait qu'il soit basé sur la répétition.
Et donc, on va retrouver l'héritage de cette contrainte première très originelle dans le texte épique de Massigny, avec à toutes les échelles textuelles, c'est-à-dire soit au niveau de la page, soit sur des empans beaucoup plus larges, des répétitions qui viennent rythmer le texte. Acheter et revendre, acheter et revendre, acheter et revendre, acheter et revendre. Entre les deux, juste au milieu, intermédiaire, voilà les Lehman Brothers. Et des séquences comme ça, on en a quantité. Et à l'échelle globale du texte, alors je vous en ai donné côté droit un aperçu très, très pauvre. On nous raconte comment croît la fortune de la première génération des Lehman, et on va avoir la répétition de cette même laisse, cet ensemble de vers. Combien Levison encaisse-t-il par an? 6 millions de dollars par an, peut-être même 7. Félicitations Levison. Au moment de l'alliance avec son ennemi toujours, Lehman Brothers ne dépassaient pas les 4. Et vous voyez qu'on a une légère variation dessous qui va revenir 5 fois, où à chaque fois on a une mention de l'augmentation de la fortune des Lehman. Évidemment, ça participe d'une forme d'hypnotique, hein, et ça rejoint un merveilleux dont on a déjà pas mal parlé au cours de ce colloque. Mais il faut prendre au sérieux ce stylème de l'épopée, car par-delà le côté hypnotique, cette forme crée le sentiment de l'inéluctable. Et d'une certaine manière, la répétition, par son martèlement, elle ancre la naturalité du processus économique. Elle vient soutenir ce qui est le fond de la philosophie libérale. On voit donc que si il faut considérer et considérer aisément que l'épopée économique fonctionne comme le signifiant d'un moment clé de l'histoire économique, qui exprime spectaculairement l'avènement de formes industrielles ou financières non moins spectaculaires, en fait, il faut aller un peu plus loin pour interroger le code imaginaire qu'elle véhicule, à deux endroits. D'une part, la considérer comme une fiction idéologique qui consacre l'économie. Hein. Comme toute épopée, l'épopée économique est là pour créer du commun et fabriquer de l'adhésion collective. Et de ce point de vue, elle est très ambivalente, car on ne sait pas si l'excès de la rhétorique épique appelle une lecture ironisée ou distanciée, ou s'il participe, le cas échéant, au corps défendant de l'auteur, notamment chez Zola, d'une forme de propagande ou d'embrigadement libéral. Christine Baron soulignait à juste titre avant-hier la manière dont on avait une surpromotion, une survisibilité de la figure de l'entrepreneur et une invisibilisation des flux. L'épopée, elle joue cela, elle le représente. Et en faisant cela, l'épopée nouvelle conserve ainsi la fonction rassurante de son aîné originel en proposant un ordre, des figures idéalisées qui, à défaut d'être proches des dieux, offrent une image et une conduite inspirantes, enthousiasmantes, y compris au sens étymologique. Et d'une certaine manière, l'épopée illustre la manière dont, pour Jean-Pierre Dupuis, l'économie s'affirme avec la modernité comme la continuation du sacré par d'autres moyens. Et peut-être est-ce là une explication qui permet de comprendre pourquoi le récit d'argent réactive aussi facilement et aussi puissamment à travers l'épopée à une vieille forme, hein, une forme désuète. L'épopée économique n'est pas folklorique, elle est l'expression d'un virage anthropologique qui sanctionne la substitution fonctionnelle, partielle de l'économie à la religion. Deuxième grand axe de signification idéologique, c'est la capacité qu'a l'épopée à accréditer la création de valeur. Car si le récit économique épique parvient, dans un monde sans Dieu et potentiellement soumis au désenchantement, à fabriquer du sens, eh bien c'est parce qu'il relève le défi de dire la nouveauté. De ce point de vue, l'épopée économique, elle rompt totalement avec l'épopée classique originelle. Hein, parce que l'épopée originelle, le héros évolue dans un monde clos, alors, dans un univers stable, nous explique Lukács, alors qu'on a affaire ici, dans cette épopée moderne, à la sacralisation d'un héros qui est en train de fabriquer un nouvel ordre, qui est un ordre
économique. Euh, D'une certaine manière, on peut dire qu'en cela, l'épopée reste fidèle à ce qu'en dit Hegel. L'épopée est pour lui le poème des débuts, celui des sociétés jeunes et vigoureuses, mais en même temps, elle rompt par sa volonté de dire le nouveau. Alors évidemment, cette nouveauté, c'est la fabrication du monde euh, inédit qu'engendre la modernité capitaliste, mais il ne faut pas réduire la geste héroïque à ses rebondissements. Car l'épopée économique aborde la question du nouveau de manière bien plus radicale en représentant l'aptitude du héros à créer des valeurs nouvelles, à créer de la valeur. Alors évidemment, ça rejoint pas mal de discussions qu'on a pu avoir. Cette aptitude, le récit aime à la figurer sur un mode quasi magique. Et on a dans les frères Lehmann, mais aussi dans les autres épopées économiques, un, une, une manière, un goût pour l'évocation merveilleuse que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais qui est omniprésente dans nos récits. À leur manière, les magiciens Lehmann, le héros de Zola, Saccard, le poète du million, illustrent cette autopoiesis avec laquelle on a presque commencé mercredi. Une autopoiesis de l'argent qui renvoie sans doute au vieux dogme chrétien de la création ex nihilo, mais qui met également au devant de la scène, c'est-à-dire que étymologiquement elle le rend obscène, elle met au devant de la scène l'argent qui fait des petits, qui se reproduit. Avec cette question qui mise au devant de la scène, qui obsède l'économie, existe-t-il une création de monnaie absolue? Je ne fais pas à nouveau référence au Macron thaumaturge. Alors, c'est une création qui est très vaste en économie. Je laisse de côté le problème très complexe de la création monétaire, la conception de la monnaie, et je voudrais m'attarder sur la figure de l'entrepreneur et de sa capacité à créer quelque chose à partir de rien. L'entrepreneur, évidemment, vous me voyez venir, entrepreneur et héros économique sont liés. L'entrepreneur, il a une drôle d'histoire dans la pensée économique parce que il apparaît chez Say et chez Mill, et ensuite il va disparaître jusqu'à être totalement éradiqué par le néoclassicisme, qui ne peut pas, avec Walras, qui ne lui donne aucune existence, aucune place. Et il faudra attendre Schumpeter pour que l'entrepreneur retrouve une fonction économique. Pour Schumpeter, c'est grâce à la montée du leadership d'hommes nouveaux que l'économie avance, se dépasse, l'entrepreneur étant la cause efficiente du système capitaliste. L'entrepreneur, en rompant avec le modèle de l'équilibre walrasien, stationnaire par nature, eh bien, est cet agent transformateur qui est le phénomène fondamental de l'évolution. Un agent qui ne se caractérise pas seulement par sa capacité à prendre des risques, ce qui est déjà un trait romanesque, mais par ses aptitudes à assumer la perturbation du système et à déséquilibrer le circuit pour le faire fonctionner. Ainsi, il s'agit d'entretenir ce déséquilibre dynamique jusqu'à ce que l'équilibre retrouvé signe la fin de l'histoire ou la fin du cycle entrepreneurial. En effet, toute innovation est forcément limitée. Et ça permet de comprendre la raison pour laquelle le héros doit mourir. De la même manière que Achille ou Hector dans l'Iliade meurent euh, pour accéder à la mythification, eh bien, il y a une nécessaire mort du héros. Alors, cela peut s'appréhender, et Christophe Refait l'a fait dans ses analyses de Zola à l'aune de la théorie des cycles, mais on peut également l'analyser dans l'optique de la destruction créatrice de Schumpeter. Les deux approches, d'ailleurs, n'étant pas étrangères avec ce que Patrice Bobo évoquait hier, je crois, autour de l'entropie. Deuxième aspect, sur le statut et la psychologie du héros économique, et je finirai là-dessus, l'entrepreneur schumpeterien n'existe nulle part, c'est un personnage herméneutique. Et c'est pour ça qu'il
finalement fonctionne très bien avec le type pur qu'est le héros épique. Euh, c'est un personnage herméneutique, mais en même temps, il se distingue radicalement de l'Homo economicus classique. Il n'est pas dans des logiques de maximisation, et la motivation de l'entrepreneur est même étrangère à la raison économique et à sa loi, hein. Il ne cherche le profit que comme indice du succès, et en ce sens, il est une figure de l'excès qui l'éloigne évidemment du capitaliste weberien. Et ce serait intéressant de voir comment, et j'ai perdu mon diaporama en cours de route, euh, cette question de l'excès est sans arrêt mise en scène, Saccard expliquant lui-même que, je cite, c'est l'excès qui amène le nécessaire, n'est-ce pas? Et cet excès entrepreneurial, le texte ne le représente pas seulement psychologiquement, il l'exprime dans la forme même du texte, hein, avec toutes les exagérations, les enflures, la puissance du texte, répétition, hypotypose, accumulation, etc. Et je vais finir là-dessus. La forme et le style du texte économique, il faut le répéter avec force, n'a ici rien de décoratif. Elle a trois fonctions. Une fonction pragmatique dans l'effet produit sur le lecteur, hein, faire ressentir l'énergétique de l'argent. Une fonction romanesque, car le récit tire bien évidemment profit, il génère de l'intérêt romanesque grâce aux rebondissements entrepreneuriaux. Et une fonction maïeutique, très intéressante, en venant dire ce que l'économie ignore. Et je ne pense pas que ce soit un hasard si au moment même où la théorie marginaliste, à la fin du 19e, fait avec Walras de l'entrepreneur une simple fonction de production, une espèce de boîte noire, ce n'est pas un hasard si la littérature fait un pas de côté et ressuscite la figure du héros. Et dans ce cadre, la littérature, là aussi ça a été un débat qui a été soulevé, notamment par Slaven, ne court pas après l'économie, elle en est le symptôme économie, et le symptôme avancé, pardon. Elle entre dans la boîte noire. Et là, on a une représentation littéraire, alors comme Richard Brandt qui parle d'économie romantique, qui permet de penser, dans le sillage de Schumpeter et au rebours de l'approche statique des classiques, le marché comme un processus créatif. Alors, si on avait eu le temps, il aurait fallu parler de la manière dont la création monétaire est sans arrêt liée à la question de la voix et de la parole dans ces textes-là, mais je n'ai pas le temps. Et en guise de conclusion, euh, et cela m'est venu en écoutant l'exposé d'Éric Michoulan juste avant, il faudrait vraiment s'interroger sur cette troisième épopée que représente Massini, après l'épopée originelle, l'épopée économique classique zolienne, et cette troisième épopée postmoderne, euh, et essayer de comprendre pourquoi on a une résurgence. Est-ce que cette épopée est un pastiche de l'épopée zolienne, ce qui expliquerait son exubérance, comme si, d'une certaine manière, l'économie était devenue un pur matériau, un pur jeu, qui n'en est pas moins créatif. Je vous remercie.